Eh bien, Jean-Yves, je suis vraiment content de t'accueillir. Merci. Je ne te connaissais pas et je pense que la salle ne te connaisse pas non plus, enfin peut-être pas tout le monde en tout cas. On va te découvrir et découvrir ton produit, que tu vas en parler. Je voudrais déjà que tu te présentes et que tu nous parles un peu de ton parcours. Alors brièvement, parce que tu as un parcours quand même qui est long, mais voilà, pour te situer. Donc bonjour, je suis Jean-Yves Epp, j'ai 44 ans, j'ai démarré il y a 20 ans dans les médias. J'ai ensuite rejoint l'univers du conseil chez Arthur Andersen où j'ai créé la practice stratégie, marketing et CRM. J'ai ensuite inventé le concept de MRM que vous avez vu ce matin avec Dragan Kontish. Donc j'ai créé ça chez McCann Erickson. Et ensuite, je suis devenu le vice chairman de McCann Erickson, qui est donc la plus grosse agence de communication au monde. Alors, il y a un outil là, qui est là sur la table, qui s'appelle Cook, c'est ça? Ouais. Alors, l'origine du nom, c'est pourquoi Cook? Alors, en tant qu'homme de marketing, il fallait que j'invente. Alors, je ne sais pas si on voit le logo. Non, on ne le voit pas. Donc, c'est un logo assez sympathique et mémorisable dans tous les pays. Cook, en anglais, c'est le cuisinier, pas écrit comme ça. Mais l'idée, c'était d'avoir un palindrome, donc en 4 lettres, qu'on puisse mémoriser facilement sur Internet. Donc une fois qu'on a entendu cook.com, c'est très facile à retenir et c'est très facile d'y aller. Alors tout le monde a noté que c'est une tablette. Alors elle a une particularité, cette tablette. Est-ce que tu peux dire quelle particularité elle a? Enfin, elle a 2 particularités. De fait du contenu qu'elle a, ouais, mais aussi du fait de l'époque où elle a été lancée. Oui. Alors, peut-être, je refais juste un tout petit flashback dans mon passé, que ce soit chez Arthur Andersen ou chez McCann Erickson. Mon job a toujours été d'accompagner les entreprises d'une logique produit à une logique client. C'est-à-dire comment on fait, à l'époque on disait, pour passer de IBM à Dell. Comment on fait pour mettre le client au cœur de l'organisation. Donc j'ai débarré ça chez Arthur Andersen, je l'ai prolongé chez McCann. Et chez McCann, j'ai eu la chance pendant 7 ans d'accompagner une success story qui était Nespresso, qu'on a accompagné vraiment de la stratégie à la mise en œuvre, c'est-à-dire de George Clooney à comment on traduit le what else dans les boutiques. Donc quand j'ai revendu mes parts de chez McCann Erickson, j'avais envie d'inventer un peu le groupe média digital du futur, parce que je sentais venir le fait que les contenus allaient, comme ce qu'on voyait dans les entreprises, se décloisonner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du contenu, c'est un monde qu'on va retrouver dans l'édition, qu'on va retrouver dans la radio, qu'on va retrouver dans les magazines, à la télévision. Il y a plusieurs endroits où vous allez trouver le même contenu, mais sur des formats différents. Et moi, j'avais l'intime conviction, en créant Cook, qu'on allait assister à une convergence de tous ces contenus, que finalement, peu importe le format, ce qui était important, c'était la situation dans laquelle on allait consommer du contenu. Donc, j'ai eu cette vision très vite que les tuyaux étaient là, que beaucoup de terminaux étaient là, mais paradoxalement, quand j'ai eu cette idée, c'est-à-dire en 2007, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait même pas d'iPhone. Et pour moi, il était important, puisque j'allais travailler sur une offre virtuelle, puisqu'il s'agissait de faire converger grâce au numérique le livre, le magazine, la télé, la radio, le cinéma et l'Internet. J'avais le sentiment qu'une offre virtuelle, elle ne se comprend pas si on ne la tangibilise pas. Donc, pour la tangibiliser, j'ai eu cette idée de créer un écran tactile. Alors, à l'époque, je ne vais pas vous raconter d'histoire, on est parti du cadre photo numérique et de proche en proche, on est arrivé à créer la première tablette tactile capacitive 10 pouces, Wi-Fi, Bluetooth, avec tout ce qu'il faut dedans au monde. C'est-à-dire qu'on est sorti en octobre 2009, c'est-à-dire à peu près 6 mois avant l'iPad. Nous, on n'a pas vendu des millions de tablettes, mais quand même des milliers. On n'occupe pas 85% du marché des tablettes, mais quand même quelques pourcents. Et ça nous a apporté un avantage très important, c'est qu'on maîtrise complètement l'expérience utilisateur, c'est-à-dire non seulement le contenu, mais le software, mais aussi le hardware. C'est-à-dire que le hardware est une composante essentielle
On a parlé de beaucoup de choses ce matin sur ce que changeaient les terminaux. Il y a une chose qui me paraît fondamentale, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, c'est le changement majeur dans l'arrivée des tablettes et dans l'évolution des terminaux. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est la capacité à faire converger contenu et système d'information. C'est-à-dire l'indexation des contenus, c'est quelque chose de fondamental, de très très complexe. C'est-à-dire que plus vous allez avoir du contenu, plus vous allez devoir le distribuer sur des écrans différents et plus la conception du système d'information est fondamentale. Et enfin, un point qui a été évoqué ce matin, c'est l'ubiquité. L'ubiquité, c'est la capacité à être partout pour tout le monde, mais en fonction des usages que vous allez faire du contenu. Alors tu m'avais dit une chose importante, ce qui fait que cette tablette est née, il y a quand même deux choses qui sont importantes, c'est ta passion, donc tu vas en parler un petit peu, et le fait que tu as étudié le marché du contenu froid. Alors est-ce que tu peux revenir sur cette expression? Oui, alors la première chose, c'est la passion. Je crois qu'aujourd'hui, moi, par rapport à certains jeunes entrepreneurs, je suis, on va dire, un entrepreneur un peu plus mature, parce que j'ai 44 ans, et je crois qu'aujourd'hui, quand on crée quelque chose, il faut être animé d'une certaine passion. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une boîte qui va réussir qu'en pensant aux dollars. C'est clair que les dollars doivent driver à un moment donné un business plan, mais à un moment donné aussi, ce que vous devez transmettre dans ce que vous créez, c'est la passion qui vous anime au quotidien pour créer un produit. Moi, ce produit, il m'est venu comment ? Tout simplement en pensant à ma mère. Ma mère a 72 ans, elle m'a toujours fait des bons petits plats, c'est quelque chose que j'ai du mal à cacher. Donc elle vieillit, elle cuisine toujours, mais dans quelques années, elle ne pourra plus cuisiner. Et cette idée, je l'ai eue en me disant, mais comment on fera quand elle ne pourra plus cuisiner ? Et j'ai appelé mon frère et je lui ai dit, on va inventer la cuisine du 21e siècle, on va inventer ce qui va permettre de transmettre aux générations futures le patrimoine gastronomique français. Donc on est vraiment parti de là, et aujourd'hui dans le Cook, il y a plus de 100 chefs, mais il y a ma mère. C'est le supplément d'âme, c'est la seule non-chef, elle était très émue quand elle a tourné. Aujourd'hui, c'est clair que je suis habité par cette passion des chefs qui sont des gens extraordinaires, ça m'anime tous les jours, et ils m'accompagnent tous les jours dans le développement du produit. Donc la passion me paraît être quelque chose de fondamental dans tout ce qu'on crée. Alors la deuxième question, la deuxième question, c'est lié au fait que tu as étudié le marché du contenu froid. Oui, alors au départ, mon ambition, quand je vous parlais de groupe média digital du futur, mon idée, c'était vraiment de travailler cross-contenu, c'est-à-dire c'était d'inventer le Lagardère du futur. Et très vite, je me suis rendu compte que le coût de production du contenu faisait qu'il fallait travailler sur des contenus qui ne sont pas des contenus d'actualité. En gros, si vous vous intéressez au football et que vous savez que Lyon a gagné 5-0 le week-end dernier, c'est mort à la prochaine journée. Donc l'actualité, c'est une production de contenu qui coûte très cher, et si vous n'avez pas du mass média comme TF1 ou M6, c'est très dur à rentabiliser. Donc moi, comme je partais de beaucoup plus petit, il fallait travailler sur un contenu plus pérenne, donc ce que j'appelle du contenu froid. Alors il y en a beaucoup des contenus froids, hein. Il y a une vingtaine de thèmes aujourd'hui en France qui vont de la déco, voyage, en passant par la cuisine évidemment. Et c'est des contenus qui certes coûtent cher à produire, mais qui ont une capacité à vivre dans le temps. Typiquement, le bœuf bourguignon, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, pour ne pas dire siècles, qui continuera à exister dans les années à venir. Donc nous, on s'est concentré sur la production d'un contenu qui serait pérenne, que les gens pourraient consommer dans n'importe quel pays et qui ne vieillirait pas dans le temps. Très bien, merci Jean-Yves. Alors, autre chose, tu es un passionné et un fou de CRM. Et cette tablette, voilà, explique. Oui, alors je suis un fou de CRM, c'est-à-dire que pour moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus créer quelque chose sans penser au client. C'est-à-dire le client doit être le cœur de la création d'une entreprise. Si vous faites un produit pour un produit, ça n'a pas de sens. On a eu pendant plus d'un siècle un homme qui a régné en maître sur l'économie et l'industrie, c'est Taylor. Parce que Taylor a existé à une époque où on était dans une situation où ce qu'il fallait, c'était produire vite et dans les temps. Et à l'époque, ça s'est appliqué surtout à Ford.
Et il a transformé les organisations dans des proportions qu'on n'imagine pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a créé des silos à peu près partout. Moi, je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est d'être capable de penser transversal. Et ça, c'est quelque chose qui a drivé la façon de concevoir Cook. Mais non seulement il faut penser transversal pour le client, mais en plus, aujourd'hui, le client est tellement sollicité qu'il faut concevoir des produits où vous allez intégrer systématiquement tout ce que le client va vous donner sur lui. En gros, il ne veut pas répéter ce qu'il vous a déjà dit. Donc, quand j'ai conçu Cook, j'ai voulu un outil qui reflète un peu ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire un outil qui allait intégrer que j'aime les tomates, que j'aime pas les concombres, que je suis capable de faire des œufs brouillés ou une omelette, mais que je n'ai pas forcément la capacité à faire un bavarois. Donc derrière Cook, il y a un vrai moteur d'intelligence artificielle qui est capable, où que vous soyez, de comprendre qui vous êtes, ce que vous savez faire, et d'être un vrai compagnon du quotidien pour vous faire découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs et des nouvelles choses que vous allez aimer. C'est à tel point vrai que dans la version que nous sommes en train de développer, on va y adjoindre un système expert nutritionnel qui vous permettra, en fonction de votre état de santé, en fonction de qui vous êtes, d'associer plaisir et nutrition. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une logique de régime, on est vraiment dans une logique où, en fonction de vraiment, si vous avez une pathologie ou si vous n'en avez pas, quel est le type d'alimentation vous pouvez avoir en vous faisant plaisir. Alors tu as parlé de la passion, études de marché, fou de CRM. Il y a quand même un autre point qui est important pour réussir ce produit, ce type de contenu, c'est l'équipe. Tu m'as dit, il n'y a pas, pour faire une bonne société, il faut que dans l'exécution, on ait une super équipe. Oui. Alors, ça c'est aussi quelque chose qui me paraît fondamental, alors qui n'est pas toujours évidente à faire comprendre à des fonds ou à des VC, c'est qu'à un moment donné, pour réussir, il faut s'entourer de gens qui ont des compétences très fortes. Et donc moi, j'ai préféré recruter moins, mais de meilleur calibre. C'est-à-dire que quand j'ai voulu développer toute l'activité de contenu, je suis allé chercher quelqu'un qui faisait toutes les émissions de Cyril Lignac, qui était producteur exécutif sur M6. Je ne connaissais pas son métier, mais j'ai fait confiance à un homme de savoir-faire dans l'univers de la production de contenu. Quand il a s'agi de produire le hardware, je suis allé chercher un docteur en informatique, spécialiste des systèmes bayésiens, capable de concevoir une technologie qui allait s'adapter à tous les pays du monde. Quand il a s'agi de parler d'ergonomie, là aussi, je suis allé chercher quelqu'un qui avait fait 15 ans d'ergonomie. Donc aujourd'hui, on a un board, enfin une équipe de direction composée de 6 personnes qui a peut-être 38 ou 39 ans de moyenne d'âge, avec un minimum de 15 ans d'années d'expérience. Ça veut dire que ça coûte un peu d'argent, mais ça veut dire aussi qu'on a une capacité à exécuter plus vite. Je vous ai dit qu'on a créé Cook en 2007, on est sorti sur le hard, le soft et le contenu en octobre 2009, c'est-à-dire qu'on a mis un peu moins de 2 ans à faire tout ça. Faut bien imaginer qu'il n'y avait pas de hard du tout, donc il a fallu concevoir un hard from scratch. Il n'y avait pas d'exemple à prendre, entre guillemets. Il n'y avait pas de soft intelligent non plus, il a fallu tout le concevoir. Et le plus dur, c'était de produire aujourd'hui, on est à plus de 3000 recettes, donc construire un studio télé et faire en sorte d'avoir un contenu extrêmement riche disponible pour les utilisateurs dès le premier jour du lancement. Alors, ce qu'il y a d'intéressant par rapport à ça aujourd'hui, c'est qu'on a une offre qui maintenant peut s'ouvrir, maintenant peut aller vers l'ubiquité. C'est-à-dire qu'au-delà de cet écran, aujourd'hui, Cook, c'est disponible sur l'iPad, c'est disponible sur le Galaxy, c'est disponible sur Internet, c'est disponible sur n'importe quel smartphone. Ça sera très bientôt disponible sur les téléconnectés. Donc on est vraiment dans une logique de multi-écran avec un seul endroit où vous tapez votre login, mot de passe, et partout où vous vous reconnectez, vous allez être reconnu. Mais là encore, on a du travail, d'où l'importance de bien comprendre les terminaux. Ça veut dire que le contenu qu'on va
distribué sur iPhone n'est pas le contenu qu'on distribuera sur cette tablette ou sur l'iPad ou celui qu'on va distribuer sur la télé. Chaque terminal correspond à une situation de consommation de contenu et chaque terminal doit recevoir un contenu différencié en fonction du temps qu'on a et du consommateur qui l'utilise. Dans la conversation qu'on avait eue pour préparer cette interview, tu m'as dit, nous, notre vision, c'est pas le marché français, c'est un marché mondial parce que la cuisine est partout dans le monde, avec des cuisines différentes partout. Et tu m'as dit une chose qui revient, on en a parlé un peu ce matin, et puis ça va revenir tout au long des 2 jours. Beaucoup de gens disent, pour démarrer aujourd'hui, et on croirait qu'en Europe on a perdu notre retard, il faut aller aux États-Unis aujourd'hui. Oui, alors le marché de la cuisine, je vais vous donner quelques chiffres, parce que tu m'avais demandé de donner quelques chiffres. Vous imaginez pas à quel point il est gros ce marché. En France... Sûr, tu vas avoir des concurrents là. Non, mais c'est pas grave. Encore une fois, tu me posais une question, je n'y ai pas vraiment répondu, entre la vision et l'exécution. C'est une chose d'avoir la vision, c'est 10% du projet. L'exécution, c'est 90% du projet. Donc on peut partager une vision, l'exécution sera toujours différente. Et l'exécution, elle est le fruit de l'expérience et de la capacité à croiser les expériences. Donc je n'ai pas de souci à partager une vision du tout avec l'auditoire. Pour revenir les US, le marché des US, je voulais vous donner quelques chiffres. Aux États-Unis, la fréquentation des sites Internet, c'est 60 millions de visiteurs uniques. La fréquentation des sites de cuisine, c'est 1% du trafic mondial sur Internet. En France, Marmiton, qui est le plus gros site, c'est 12 millions de visiteurs uniques. En France, il se vend 10 millions de livres de cuisine par an, alors que la première source d'inspiration pour les recettes, c'est Internet à 44%, contre le livre à 17%. Donc vous imaginez, le deuxième acteur, c'est 10 millions de livres, et il a 17% du marché de l'inspiration du contenu culinaire. Mais les États-Unis, aujourd'hui, et quand on pense multi-écran, on pense États-Unis parce que les consommateurs de contenu francophone dans le monde, c'est 50 millions de personnes. Les consommateurs de contenu anglophone, c'est 500 millions de personnes, dont la moitié quasiment aux États-Unis. Donc, il est indispensable d'aller aux États-Unis aujourd'hui quand on veut être producteur de contenu. Alors, tu m'avais demandé de dire 2 mots sur nos premières expériences iPhone. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez démarré par là quand même. Oui, alors en fait, nous, on avait commencé à constituer notre contenu, à constituer notre système d'information quand est apparu l'iPhone et l'App Store. Et tout de suite, on s'est dit, tiens, c'est le moyen de faire un test grandeur nature de l'appétence des gens vis-à-vis d'un contenu digital culinaire. Et donc, on a lancé 2 applis, une qui s'appelle iDelice et l'autre qui s'appelle iVideo Cocktail. Et les 2 applis, en moins de 4 semaines, étaient dans le top 5 des applis les plus téléchargées sur l'App Store. On vendait ça 2,99 €. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les concurrents ont mis 1 an à arriver, ce qui fait qu'aujourd'hui, même un Marmiton qui a une audience que vous connaissez sans doute tous, beaucoup plus forte que nous, en a téléchargé moins que nous à date. D'où l'importance, par rapport à ce qui était dit ce matin, mais c'est vrai de tous les marchés, d'arriver les premiers. Aujourd'hui, exister au milieu de plus de 300 000 applis, c'est difficile. C'était plus facile quand il y en avait 20 000. Jean-Yves, il nous reste 1 minute 37. Quelques minutes. Comment tu vois l'avenir par rapport au store aujourd'hui? Parce que vous avez, quand vous avez lancé votre tablette, il n'y avait pas de store. Oui. Bon, sur l'iPhone, mais pas sur l'iPad. Comment tu vois ce marché par rapport à votre stratégie dans les mois qui viennent là? Alors, nous, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est disponible sur tous les écrans. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir à la place du consommateur quel écran il a envie d'utiliser pour consommer du contenu cook. Donc s'il a envie d'avoir le NEC plus ultra, c'est-à-dire un écran sur lequel il peut renverser de la chantilly, il peut mettre de l'huile, du beurre et l'utiliser quand même, il va s'acheter un cook, ça vaut 299 €. S'il a envie de le télécharger sur un iPad, il peut le faire sur l'iPad. Il peut le faire où il veut en fait. Donc pour moi, je suis ravi de voir l'émergence des tablettes. Il y en a eu 435 000 l'an dernier en France. On parle de plus d'1 million pour cette année. Plus il y aura d'écrans, plus j'aurai d'opportunités de vendre mon contenu. Donc
moi, je trouve ça extraordinaire de voir arriver tous ces écrans. D'accord. Donc, pour vous, vos équipes, aujourd'hui, elles vont travailler sur toutes les plateformes. Pas, les premières, elles sont là, on marche avec les locomotives, iPhone, Android, mais les autres aussi. Alors, concrètement, aujourd'hui, nous, on marche, elle est en Linux Qt, donc on a fait partie, pour les gens de Nokia qui étaient là, on est le premier ambassadeur Qt sur tablette. On est en HTML5 sur Internet et iOS 4 me paraît être le dernier intéressant. Concernant les tablettes, j'attends de voir ce que va donner Honeycomb. Il y a quelques images qui ont été montrées. J'étais au CES, j'ai vu effectivement tourner l'Axum. Maintenant, j'attends de voir parce que l'Android 2.2, c'est pas ça pour les tablettes. C'est vraiment fait pour les smartphones, c'est pas fait pour les tablettes. Si Honeycomb marche, on parlait effectivement de semaines aujourd'hui pour développer. Il nous faudra 8 à 10 semaines pour mettre Cook sous Honeycomb. Jean-Yves, merci pour avoir accepté l'invitation.